Je l'ai trouvée dans la cuisine, en train de compter des liasses de billets comme si elle venait de gagner au loto. La lumière du néon se reflétait sur ses lunettes et me transperçait. Mes 36 000 $ d'économie. Tout ce que j'avais péniblement mis de côté après des années d'heures supplémentaires et de petits boulots. Envolé. Et pourquoi? Pour rembourser l'hypothèque de mon frère. Elle leva les yeux vers moi, son sourire crispé, forcé. Sa maison est sauvée, dit-elle en brandissant l'argent comme un drapeau de victoire. Ces mots m'ont frappé de plein fouet. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je suis resté figé, les yeux écarquillés. Et dans ce silence, j'ai laissé la trahison s'installer. Je l'ai laissé mûrir. La laissé me submerger d'incrédulité et de fureur. Je me souviens de la première fois où je lui ai fait entièrement confiance. Elle me tenait la main pour mes 16 ans, les yeux brillants de fierté. Elle avait embrassé mes genoux écorchés mieux que n'importe quel médecin. Elle m'a appris à économiser, à planifier, à faire confiance. Et je l'ai fait aveuglément, naïvement. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y avait des sourires et de la tendresse. Des week-ends dans mon petit appartement qu'elle prétendait adorer. Des appels qui s'éternisaient tard dans la nuit. Jusqu'à ce que les changements subtils commencent. Mon compte d'épargne de précaution mystérieusement bas, des explications vagues sur des obligations familiales, des coups de fil chuchotés qu'elle essayait de dissimuler. J'ai mis ça sur le compte d'un malentendu. Je m'en voulais encore. Puis est arrivé le SMS, une capture d'écran d'un virement de mon compte vers le mien. Le prêteur hypothécaire de mon frère. Daté d'hier soir. Aucun mot, aucun avertissement, juste le chiffre 36 000 en gras. Je suis resté immobile. Je n'ai même pas ressenti de douleur à la poitrine. Mon esprit s'est apaisé. Et dans ce silence, un plan a commencé à se former. J'ai retracé chacun de ses pas, chaque appel à la banque, chaque signature, chaque regard hésitant lorsque je posais une simple question d'argent. J'ai enregistré des conversations, documenté des virements, tissé une toile de preuve à laquelle même le manipulateur le plus rusé n'aurait pu échapper. Ma rage n'était pas bruyante, elle était précise, chirurgicale. Je ne l'ai pas confronté immédiatement. Cela aurait été une preuve d'amateurisme. Au lieu de cela, je l'ai laissé savourer sa petite victoire. La laisser croire qu'elle avait gagné. Je lui ai souri, je l'ai serré dans mes bras, j'ai fait des remarques anodines sur la maison de mon frère, tout en constituant mon arsenal. Chaque soir, je calculais combien de temps il lui faudrait avant de réaliser que les enjeux étaient plus importants qu'elle ne le pensait. Combien de temps avant que le monde la voie comme je la voyais maintenant. L'exécution a été discrète, invisible. J'ai fait geler ses comptes par la banque, j'ai alerté. La société de crédit immobilier a constaté le détournement de fonds et a ordonné un audit complet de toutes ces transactions des 6 derniers mois. J'ai informé mon avocat et, discrètement, avec stratégie, j'ai mis en branle les événements. Puis vint la confrontation. Elle se pencha en arrière sur sa chaise de cuisine, triomphante, suffisante. Je lui ai tendu un épais dossier. Chaque document, chaque virement, chaque mensonge qu'elle avait inventé. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle le feuilletait. Je ne comprends pas, murmura-t-elle, la voix tremblante, l'éclat de ses yeux s'éteignant, son sourire forcé se fissurant. La même femme qui m'avait tenu la main pour mon anniversaire était incapable de garder son sang-froid face à des preuves irréfutables. « Vous avez volé mon argent, » dis-je calmement. Ni fort, ni en colère, calmement, avec méthode. Ses mains tremblaient. C'était pour lui. Je croyais que vous vous preniez pour Dieu. L'interrompis-je, la voix douce, mais tranchante comme un rasoir. Vous pensiez que je ne m'en apercevrais pas. Tu croyais que la loyauté envers les liens du sang primait sur l'honnêteté, le respect et la confiance. Tu avais tort. Et soudain, je l'ai vu s'effondrer. Pas physiquement, mais intérieurement, là où ça compte vraiment. Elle a compris que chaque mensonge, chaque manipulation, chaque trahison était mis à nu et qu'elle ne pouvait rien y faire. Je n'ai pas jubilé. Je n'en avais pas besoin. Sa propre prise de conscience, l'horreur naissante dans ses yeux, était la punition. Le lendemain matin, mon fonds d'urgence était reconstitué, intact à l'exception des frais d'avocat. Le prêt immobilier de mon frère était réglé, mais à des conditions qu'il n'avait jamais imaginées. Elle était forcée d'affronter les conséquences qu'elle avait si négligemment tenté d'éviter. Et dans ce constat, j'ai trouvé une étrange et paisible satisfaction. Ni vengeance, ni colère, juste de la lucidité. Plus tard, assis dans mon appartement, le dossier à côté de moi, une tasse de café qui refroidissait à la main, j'ai réalisé l'étendue de ma propre force. J'avais été trahi par la personne en qui j'avais le plus confiance. J'avais ressenti le coup dur de la tromperie, la piqûre de la ruine financière. Et pourtant, j'étais là, calme,
sereine, triomphante au sens le plus profond du terme. J'avais repris le contrôle, renversé la situation et fait régner la justice à ma façon. La trahison m'avait endurcie, rendue calculatrice, silencieuse, implacable. La vengeance avait été mon maître. Et dans cette réflexion, j'ai compris que la confiance est précieuse et que la justice est plus douce encore lorsqu'elle est rendue non avec rage, mais avec précision.